Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce plateau spécial à l'initiative de Speak Up Africa avec USAID, WashFin et USAID Access en partenariat également avec la télévision Futur Média. Le prétexte aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes célébrée ce 19 novembre, le 19 novembre passé, mais quand même ça dure toute une semaine et le but ce soir, c'est de mettre l'accent sur l'importance de l'accès à des toilettes de qualité. Comment faire pour éradiquer complètement la défécation à l'air libre, source de beaucoup de maladies? Quels efforts sont réalisés par les pouvoirs publics en place pour améliorer les conditions d'assainissement des populations? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités qui sont là avec nous, que vous reconnaissez, que vous voyez souvent dans les médias. C'est M. Lassana Gagny Sakho, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui est là. M. Sakho, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour cette invitation qui va nous permettre de débattre de cette grosse problématique qui est l'accès aux toilettes. Voilà, deuxième à droite, nous avons M. Bekay Diop. Lui, il est directeur général de Delvic SI, Sanitation Initiative. Vous êtes également biologiste, environnementaliste spécialisé en eau, assainissement, avec 25 ans d'expérience. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, troisième à droite, M. Eladji Abdourahmane John, directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. Vous êtes ingénieur en génie chimique et expert en management de qualité. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci pour l'invitation. Voilà, je me retourne à ma gauche, monsieur Ibrasso. Vous êtes directeur de VICAS et président de l'association des acteurs des acteurs plutôt de l'assainissement au Sénégal, aussi de l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et le dernier, à ma gauche, c'est monsieur Almami Sagna. Vous êtes directeur de SGB Afrique et opérateur Sagal dans le cadre d'une initiative lancée par USAID Access. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors on va aborder le sujet qui nous tient à cœur, c'est ce problème d'assainissement. Et je vais démarrer avec M. Sakho. Il y a de cela plus d'un siècle, un grand penseur indien disait que l'assainissement est plus important que l'indépendance. Je pense que c'est Mahatma Gandhi. Et aujourd'hui, vous qui vivez cela au quotidien, vous pensez que ce qu'il disait aujourd'hui, ça se traduit et que c'est d'une importance capitale, les problématiques liées à l'assainissement. Oui, c'est une problématique très très importante. D'abord, c'est la santé. Et je pense que quand on n'est pas en bonne santé, on peut parler d'accès aux toilettes. Mais je commencerai d'abord par dire que le gouvernement du Sénégal fait de gros efforts. Le taux d'accès, le taux de défécation à l'air libre sur les campagnes en zone rurale au Sénégal est de 29%. Ça veut dire qu'il y a 29% de personnes qui n'ont pas de toilettes. Ça, c'est le Sénégal. Mais quand on fait le parallèle avec l'Afrique, au sud du Sahara, on est à 32%. Et dans les villes, nous sommes à un taux de défécation à l'air libre de 4% et 8% en Afrique au sud du Sahara. Il y a des efforts importants qui sont faits, qui continuent à être faits par le gouvernement du Sénégal, mais pas par le gouvernement du Sénégal seulement, avec l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates, avec l'appui de l'USAID, avec l'appui de Speak Up Africa, avec l'appui de beaucoup d'acteurs qui accompagnent le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, il y a un changement très important. On est passé d'EMD à ODD. ODD, ça veut dire qu'il faut un accès, ce qu'on appelle un accès sécurisé. Et ça prend en compte les aspects genre, ça prend en compte également tous les aspects qui sont liés à des problématiques de santé. Voilà, je pense que c'est le rôle de l'ONAS de permettre aux Sénégalais d'avoir accès à un système d'assainissement sécurisé. Et il y a des efforts importants qui sont faits et qui continuent d'être faits. Voilà. Monsieur Diop, l'accès à des toilettes décentes, quand même, c'est un droit pour toutes les populations. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'en Afrique, dans les pays du tiers-monde, ici au Sénégal, quand même, que c'est un problème qu'on doit résoudre. Tout à fait. On dit bien que l'eau, c'est la vie, mais on peut dire que l'assainissement, c'est la dignité. Moi, je dirais, dis-moi, quel type d'assainissement tu as dans ton pays et je te dirai ton niveau de développement.
En fait, pour ceux qui ont des toilettes, ça semble évident. Mais aujourd'hui, dans notre pays et en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas de toilettes du tout, qui se lèvent la nuit pour aller dans la forêt ou dans la brousse pour faire leurs besoins. Et j'ai eu une information d'une femme malienne dont la fille a été mordue par un scorpion la nuit parce qu'il allait déféquer dans la brousse. Donc c'est une problématique majeure que nos gouvernements et nos populations doivent prendre à bras le cœur. Donc je confirme, c'est véritablement un problème important, urgent, et donc il faut s'y pencher. Voilà, M. John, c'est une question de dignité, comme il a vraiment dit, quand même, l'accès à des toilettes décentes, à des toilettes de qualité. Exactement. Je pense que Becaye a dressé le tableau donc, de la problématique de l'assainissement. Aujourd'hui, avec les ODD, comme l'a rappelé le DG Saro, on parle d'accès sécurisé et amélioré. Ça pose le problème de la qualité, d'où l'importance d'avoir des spécifications techniques pour les ouvrages d'assainissement qu'on met à la disposition des populations, mais également des lignes directrices en termes de gestion, en termes de management du service même de l'assainissement. Voilà. On va s'arrêter sur ça, M. Sow. La défécation à l'air libre, on en parle, on voit des gens qui le font, mais qui ignorent les conséquences vraiment. Les conséquences sanitaires, quand même, sont vraiment extrêmement dommageables pour déjà les décideurs, les pouvoirs publics, parce que ça pose un problème de santé, quand même, dans ce pays. Merci beaucoup, monsieur. En somme, il faut retourner un peu en arrière pour voir ce qui se passait auparavant. Moi, je suis né dans la banlieue. Et là où je suis né, je prends l'exemple sur moi-même. Je suis resté jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans en allant derrière la maison. À chaque fois, parce que chez moi, il n'y avait pas de toilette. Et maman nous disait, allez derrière la maison. Demal Guinaou Cœur. Donc, en allant derrière la maison, il y avait un terrain vide où, si vous ne faites pas attention, vous allez marcher sur les déchets. Tellement il y en avait. Et ça, c'est pour les jeunes le jour. La nuit, c'était pour les grands. Il y avait certes des toilettes publiques où il y avait une file énorme où les gens attendaient à toute route pour aller se soulager. Tout cela a tendance à disparaître petit à petit. Bien sûr, il y a eu des évolutions, mais quand même, il faut savoir que d'accoutumée, on a tendance à déféquer à l'air libre. Et ça n'a pas complètement disparu, ça nous poursuit jusqu'à présent. Et c'est cette poursuite-là qui fait qu'aujourd'hui, il reste des séquelles, surtout dans les villages, dans les banlieues, pas dans les cités, hein, mais quand même, quelque part, toujours on va voir des défécations à l'air libre qui devraient, les moyens et les circonstances de vie, normalement, permettent aujourd'hui à ce que cela soit éradiqué complètement de la terre. Non, mais surtout que l'impact sur la santé humaine, quand même, je pense que et là, on voit beaucoup de maladies, surtout dans les zones reculées, et c'est dû à ça. Je demandais au DG, n'est-ce pas, de trouver des solutions pour faire de l'assainissement sécurisé dans les régions où il n'existe pas des stations de traitement de boue de vidange. La vidange, tout simplement, la défécation à l'air libre équivaut à prendre une fosse septique et dépoter à l'air libre. C'est du pareil au même. Alors, énormément de bactéries comme ça libérées dans la nature. Je mettrai 20 minutes à vous expliquer les effets néfastes de ces pratiques, ça ne suffira pas. Tellement c'est la catastrophe. Toutes ces épidémies que vous voyez en Afrique, c'est dû à ça, il faut le dire. C'est parce que tout simplement, il y a des mauvaises pratiques. Le fait de déféquer à l'air libre, le fait de vidanger ce qu'on a pris dans les fosses pour, n'est-ce pas, dépoter sauvagement, c'est à peu près la même chose. C'est pourquoi il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver des solutions et des moyens
et aussi mettre des règles et des interdictions, n'est-ce pas, pour ne pas avoir ce genre de phénomène. Interdire complètement la défécation à l'air libre. C'est ça. Moi, je pense que le ministère de la Santé ou bien ceux qui se chargent des services d'hygiène doivent quand même s'activer à travailler dans ce sens, interdire à ce que cette pratique-là soit complètement... Alors, on va l'interpeller tout à l'heure sur ça, sur les activités que mène l'ONAS pour enrayer ce phénomène. Mais monsieur Sagna, vous avez une idée sur la question, la défécation à l'air libre quand même, qui doit être une pratique bannie aujourd'hui dans ces temps modernes. Tout à fait. Déjà, merci pour cette question. Comme l'a dit le DG de l'ONAS, M. Sakho, et aussi le président Sow, nous faisons face à un défi qui est là, le défi de la défécation à l'air libre. Mais il faut reconnaître que l'État du Sénégal, avec ses partenaires, ont fait beaucoup d'efforts. Il y a un progrès qui est mesurable, qu'on peut suivre sur ce sujet. Quand vous prenez l'exemple de Sagal, qui est issu du projet USAID Accès que vous avez mentionné à l'entame de votre propos, voilà un projet qui a permis de réduire sur 193 villages la défécation à l'air libre. C'est quand même quelque chose. Et ce projet, parmi d'autres, en partenariat avec l'État du Sénégal, participe à encadrer le secteur privé que nous sommes pour pouvoir participer à cet effort. Parce que c'est une chose de vouloir décréter la défécation à l'air libre, mais il faut que les moyens et les conditions soient mises pour que cela puisse être durable. Et c'est dans ça qu'il faut se réjouir, parce que aujourd'hui, quand nous voyons les personnes autour de cette table, vous voyez une place importante du secteur privé qui accompagne ce dispositif pour pouvoir rendre cela possible. Comment ? En permettant aussi des technologies plus abordables. Parce qu'aujourd'hui, comme M. Sow l'a dit, il y a des conditions, il y a un défi de moyens financiers. Parfois, ou d'adéquation des technologies, dans des zones où il n'y a peut-être pas d'eau ou pas assez d'eau. Donc tout ça, nous allons rentrer peut-être plus tard dans les détails, mais vraiment dire que nous avons bon espoir, que pendant que nous célébrons cette journée mondiale de la toilette, que des actions ont déjà été menées, et que ceci va permettre de rallier encore plus de parties prenantes pour avancer plus vite, alors, mais ensemble. Monsieur Lassana Gagny Sakho, quelles sont les activités justement menées par l'ONAS pour assurer à tous l'accès à des toilettes de qualité? Je pense que les chiffres que je viens de donner le montrent assez. Il y a des investissements massifs qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal pour permettre aux populations d'avoir accès à des toilettes. C'est pas une solution qui va se régler en 2-3 jours, mais ça demande des changements très importants. D'abord, la première chose à faire, c'est d'arrêter de dire que l'eau c'est la vie, l'assainissement c'est la dignité. Et c'est là montre aujourd'hui la césure qu'on a malheureusement tous à traiter l'assainissement comme parent pauvre de la politique de l'eau. Tout est global en réalité. Et moi je pense on devrait plutôt dire que l'assainissement c'est la vie. Parce que c'est les problèmes, les maladies diarrhéiques qui sont liées à l'assainissement sont le premier facteur de taux de mortalité des enfants. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, je pense que ça a été dit tout de suite par Almami, on ne peut pas régler le problème de la défécation à l'air libre sans deux choses. Une très forte implication du secteur privé. On ne peut pas, c'est pas possible. Et justement, l'État du Sénégal a commencé à travailler dans ce sens, l'USAID, mais nous également de notre côté, en développant un peu plus ce qu'on appelle l'assainissement autonome, qui est une chaîne de valeur très forte qui va permettre, je pense, d'atteindre ça. Le troisième changement fondamental qu'il faut faire, le taux de défécation à l'air libre au niveau mondial a baissé à cause de l'Inde. Ça a été une révolution en Inde, mais qu'est-ce que l'Inde a fait? L'Inde a rendu l'accès aux toilettes gratuit subventionné par l'État à 100%. Pour $1 économisé par l'État du Sénégal ou par les pays africains, vous allez perdre $3 sur les problèmes de santé publique. Et ça aussi, c'est un autre changement de paradigme qu'il faudrait arriver à faire. L'accès aux toilettes en milieu rural doit être gratuit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des moyens financiers pour payer votre contrepartie que vous ne devez pas avoir accès à une toilette. Et je crois que ça, c'est un changement très fondamental sur lequel nous sommes en train de travailler. L'accès aux toilettes doit être gratuit. Il faudrait qu'on trouve les bons mécanismes pour rémunérer le secteur privé pour rendre l'accès aux toilettes gratuit. Et ça, c'est une grosse problématique. Vous parlez du secteur privé, mais les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faciliter quand même cette gratuité dont vous parlez? Oui, mais justement, quand je parle de secteur privé, les pouvoirs publics doivent mettre en place les mécanismes pour permettre au secteur privé de commercialiser, de mettre les toilettes gratuitement. La pratique aujourd'hui, c'est de demander à l'usager de payer 10, 20, 30%.
ça n'est pas tenable. Vous allez dans des zones parfois où la personne ne peut pas payer cette contrepartie. Est-ce qu'on doit priver cette personne de toilette parce qu'elle n'a pas les moyens de payer? Non, c'est un problème de santé publique. Je pense qu'on peut trouver les bons mécanismes pour financer 100% les toilettes. C'est ce qui s'est fait en Inde qui a permis de réduire significativement. Buhari, le président du Nigeria, vient de prendre une mesure comme ça. Et je crois que l'État du Sénégal est dans cette direction pour rendre les toilettes gratuites. Nous avons déjà fait un programme de 2000 toilettes gratuites dans la région de Fatick. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et je crois que c'est la seule façon. On ne doit pas discriminer parce que je n'ai pas les moyens de payer. Voilà, M. Sow, en tant que prestataire de services d'assainissement, l'accès à des toilettes de qualité a-t-il des effets justement sur l'activité de vidange? Effectivement, si par exemple les toilettes ne sont pas décentes, voyez-vous, les vidangeurs ont des problèmes pour vidanger la fosse. Une toilette qui se dit toilette alors qu'il n'y a qu'un trou où on met une dalle avec deux supports pour mettre les pieds, et un baril en dessous. Donc vous allez perdre votre pantalon, vous mettez là-dedans. Vous allez perdre votre portable, vous mettez là-dedans. Tout ça, c'est des objets très solides qui peuvent quand même empêcher la bonne vidange. À chaque fois qu'on vidange, n'est-ce pas, il y a ces objets-là qui, n'est-ce pas, qui obstruent, n'est-ce pas, le circuit pour aspirer les déchets. Et là, vous pouvez mettre pratiquement une heure de temps à vidanger une fosse. Alors que si par exemple ça aurait été une fosse, des toilettes en bonne et due forme, des toilettes vraiment décentes, comme on le dit, avec tout ce qu'il faut, on n'aura pas ce problème-là. Pour vidanger cette toilette-là, même pas 2 minutes. On peut vidanger la toilette et on vidange la fosse à fond. Si par exemple c'est les toilettes dont je vous parlais tantôt, où c'est pas du tout décente, c'est rempli de sable. Nos pompes ne peuvent pas extraire ces bouts-là tellement que c'est à moitié sablonneuse. Donc ça fait des problèmes. Voilà le problème que nous avons à vidanger ces bouts-là. Même mieux, voyez-vous, actuellement ces bouts-là, avec le système de traitement des bouts de vidange que l'ONAS a mis sur place, ces bouts sont traités aujourd'hui et sont valorisés. Actuellement au Sénégal, le Sénégal est un pays phare, est un pays modèle en Afrique, n'est-ce pas, pour cette valorisation des bouts-là. En tout cas, le circuit assainissement autonome est très bien suivi par les Africains. Je pense qu'on va aborder encore cette question, mais je vais me tourner vers M. John. Vous qui êtes dans les normes qui sont connues pour être des gages de qualité, justement, comment faire pour avoir ces toilettes de qualité pour que des gens comme M. Sow ne rencontrent pas ces genres de problèmes quand ils essaient d'extraire ces excréments? Oui, merci beaucoup. Ce que disait M. Sow tout à l'heure, ça me permet de rebondir sur l'actualité aujourd'hui de la normalisation de l'assainissement au Sénégal. On est en train de travailler actuellement sur une norme sur les ouvrages de stockage. Comme il disait, ça c'est pour les maisons qui n'ont pas la chance d'être connectées à l'égout, qu'on appelle assainissement autonome. Aujourd'hui, on a une norme qui va définir les caractéristiques techniques pour ces ouvrages de stockage, pour que justement on évite que des éléments étrangers puissent être dans ces fosses-là, pour que la fosse joue pleinement son rôle de premier traitement, mais également ce qui va faciliter en même temps la vidange. En plus de cette norme sur les ouvrages de stockage, aujourd'hui le constat, c'est que pour atteindre véritablement l'objectif de développement durable numéro 6, on a besoin de penser à des solutions innovatrices. C'est la raison pour laquelle il a été développé ces dernières années deux types de solutions technologiques. L'une qui concerne des toilettes, mais qui intègre un système de traitement. Ça veut dire que vous avez votre toilette qui n'a pas besoin d'être connectée à l'égout, qui n'a pas besoin d'être connectée au système d'adduction d'eau ou à l'électricité, et qui assure le traitement, l'enlèvement de tous les pathogènes. Ces toilettes-là, aujourd'hui, font l'objet d'une norme internationale qui a été reprise au Sénégal
la norme ISO 30500. Il y a la deuxième catégorie de technologies innovatrices, ce sont des technologies de traitement qui, quand vous avez par exemple vos ouvrages de stockage comme les fosses septiques, quand les fosses vont vidanger, ils vont les amener vers ces unités de traitement-là, qui vont non seulement les hygiéniser, les traiter, mais en favorisant, n'est-ce pas, la production, la valorisation donc des sous-produits qui peuvent être réutilisés soit comme de l'eau pure qui peut être réutilisée dans les systèmes de refroidissement, etc., l'électricité, etc. Voilà, nous parlerons de ces sous-produits tout à l'heure, notamment dans le cadre du changement climatique. Monsieur Diop, vous, comment qualifieriez-vous la place de l'accès à des toilettes de qualité dans la stratégie de Delvic, justement? C'est capital pour nous, parce que nous sommes en bout de chaîne, en fait. Nous nous chargeons du traitement des boues, une fois collectés par les camions, et de leur valorisation. Donc, plus il y a de toilettes, plus ces toilettes sont aux normes, et mieux c'est pour la partie traitement et valorisation. Permettez-moi juste de rebondir sur le discours de M. le directeur général, pour dire que ce qu'il dit me semble le nœud du problème. C'est-à-dire, tant qu'on fera une distinction nette entre l'eau d'une part, l'assainissement de l'autre, ça ne va pas fonctionner. C'est deux faces de la même pièce. Donc, je pense qu'il faut nécessairement qu'on redonne à l'assainissement dans le secteur de l'eau, qu'on lui donne sa vraie place aujourd'hui. Je donne juste un exemple. En France, j'ai suivi le débat hier soir et un des journalistes attaquait le représentant de Sen'Eau sur le coût de l'eau, en lui disant le coût de l'eau au Sénégal, c'est 1 euro. Est-ce que Suez ose vendre 1 mètre cube d'eau à 1 euro en France? Je dis, je suis désolé. Le coût du mètre cube d'eau potable en France, c'est autour de 4,7 euros. Ce n'est pas 1 euro. Et pourquoi? Parce que l'assainissement pèse 2 euros dans ce mètre cube. Rien que l'assainissement, c'est plus de 45% du coût de l'eau. Au Sénégal, je pense que c'est autour de 10-12%. Vous voyez la différence? Donc, tant qu'on ne donnera pas à l'assainissement sa vraie place dans le coût de l'eau, on aura toujours des problèmes. Ça, c'est l'élément majeur sur lequel il faut que l'État réfléchisse. Le deuxième aspect pour développer l'assainissement et faire des toilettes, c'est justement le changement de paradigme sur quelle technologie utiliser, quel type d'assainissement. Puisque comme vous le savez, il y a l'assainissement collectif qui utilise les tuyaux et il y a l'assainissement non collectif ou autonome. Alors, l'assainissement collectif coûte trop cher pour nos pays. C'est ça la vérité, en investissement comme en exploitation. Et l'essentiel des sous retourne en Europe parce que c'est des technologies importées. Alors que l'assainissement non collectif, l'Afrique peut le développer en autarcie. On a toutes les capacités en termes d'expertise, en termes de moyens financiers, en termes de moyens matériels pour faire un système autonome en Afrique, depuis la toilette, la collecte, le traitement et la valorisation et créer véritablement une économie circulaire. Donc je pense qu'il faut que l'État se penche sur cet assainissement autonome qui représente, dans le cas du Sénégal, qui est le meilleur cas en assainissement collectif, l'assainissement non collectif représente au moins 85% de l'assainissement dans notre pays. Parfois, c'est 100% dans d'autres pays. Voilà. Donc, elle doit mériter sa place. Voilà, vous pouvez rebondir sur ça, oui. Oui, peut-être laisser Almami, après je vais justement, Almami, en quoi c'est important pour les populations, justement, de disposer de toilettes adaptées à leurs contextes et réalités? Alors, le contexte est un élément extrêmement important pour la pérennité de cette démarche. Comme l'a dit Dr Diop et comme l'a dit le directeur général M. Sakho, il y a un réel défi ici, la technologie, son adéquation. Je vais peut-être partager une expérience. En pleine Covid-19, pendant qu'il y avait des grandes difficultés à circuler au Sénégal, USAID Accès, dans le cadre de la collaboration avec Sagal, avait mandaté mon entreprise SBG pour construire 200 ouvrages à Tambacounda. Figurez-vous qu'il n'y a que 10% de la structure de coût de ces ouvrages qui est importée. C'est juste pour rebondir sur le point de M. Diop. Toute l'importance du potentiel d'une économie circulaire avec la maîtrise pour les acteurs locaux du processus de la chaîne de bout à bout. Donc ces 200 ouvrages, il n'y a que 7 000 francs
sur le coût unitaire de ces ouvrages qui étaient importés au Sénégal. La totalité de la richesse distribuée dans le cadre de ces installations est distribuée auprès des Sénégalais sous forme d'entreprises et de particuliers. Mieux encore, nous avons travaillé avec une vingtaine de maçons locaux qui sont des Sénégalais qui sont ancrés dans les terroirs, qui appartiennent à des familles tambacoundoises et qui ont redistribué cet encaissement de chiffre d'affaires auprès de leur famille, auprès de leur communauté. C'est autant valable pour la quincaillerie, pour les matériaux que nous avons acquis, que pour la main-d'œuvre qui a été distribuée au niveau de ce terroir. Donc, je veux juste peut-être rebondir sur ce point pour montrer tout le potentiel qu'il y a lorsqu'on prend le temps de regarder la technologie et son adéquation à son contexte, et qu'on arrive à fournir une solution qui est calée sur les besoins d'une cible, en sachant que la cible de Tambacounda peut varier d'une zone à l'autre. C'est peut-être un premier point que je voulais faire. Le deuxième point par rapport au contexte, c'est de dire que les Sénégalais ont différents pouvoirs d'achat. Et je pense que monsieur le directeur général Sakho pose un débat très important consistant à poser la question de l'abordabilité, de l'accessibilité, du financement de ces ouvrages pour la cible. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acquérir au coût auquel ces technologies sont vendues. Il faut reconnaître que de grands efforts ont été faits par différents partenaires tels que USAID et d'autres pour pouvoir travailler sur la structure de coût de ces ouvrages. Mais encore un travail reste à être fait pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces ouvrages. Mais sur la réalité, c'est quoi actuellement? La réalité ici au Sénégal, dans les zones reculées, oui. Et comment, quel est le problème vraiment pour permettre à ces contrées-là d'accéder à des toilettes vraiment décentes? Alors, premier point, il a posé le financement, le coût. De manière absolue, aujourd'hui, il faut regarder un peu le profil socio-économique d'un ménage sénégalais. Rappelez que les ménages ruraux constituent la quasi-majorité des ménages au Sénégal, qui sont typiquement des agriculteurs, des éleveurs. On va dire des agriculteurs avec un grand A. Que leur priorité n'est pas d'acheter un ouvrage d'assainissement. Leur priorité, c'est de pouvoir subvenir à leurs besoins, d'organiser la sécurité alimentaire de leur ménage et de leur cheptel, pour par la suite voir comment améliorer leur confort et leur cadre de vie. Je veux appuyer aussi sur le point que M. Diop et le DG ont mentionné tout à l'heure, sur le lien qu'il y a entre l'eau et l'assainissement. On oublie parfois, au-delà du plaidoyer, même d'un point de vue purement réel et même philosophique. Eau, il ne peut y avoir d'assainissement. En réalité, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'eau qui est blanche, avant d'entrer dans les corps, elle devient noire en sortant de ces corps, mais c'est la même eau. Donc il y a une légitimité objective à défendre le principe que cette eau, en rentrant dans ces corps, en changeant de couleur, reste cette eau, et que dans la structure du coût de cette eau, soit prise en compte ce qu'elle va coûter après à entretenir et à protéger les individus qui vont être là à interagir avec cette eau qui est devenue noire. Comme on dit, tout le monde veut l'eau blanche, mais lorsqu'elle est noire, les gens commencent à se poser des questions. Mais je veux juste, en tout cas, appuyer sur ce point, dire que c'est possible, qu'un travail est en cours, des questions de fond sont posées, des solutions sont en train d'être mises en œuvre, la conversation est de plus en plus participative, et aujourd'hui, la plupart des opérateurs, avant d'aller sur le terrain, se posent la question, est-ce que cette technologie est adaptée? Est-ce que ma cible a les moyens? Comment est-ce que je peux l'aider à y acquérir? Je donne un dernier exemple. Par exemple, notre entreprise a conçu, en investissant dans le digital, une plateforme. Cette plateforme permet à des populations qui n'ont pas de grands moyens de pouvoir, à leur rythme, épargner pour pouvoir acquérir leur ouvrage d'assainissement. C'est des solutions qui peut-être pourront être élargies demain à des solutions de vidange mécanique et à d'autres secteurs. Mais il y a aujourd'hui, par l'implication du secteur privé, et aussi, je dois le dire, l'ouverture de l'État qui permet et qui encadre ce secteur privé, de pouvoir créer une conversation plus élargie, plus d'innovation et avec une écoute dynamique, j'insiste, dynamique, des besoins de la cible. Et je pense que cela nous donne beaucoup d'espoir sur ce sujet qui est l'accès à l'assainissement et aux toilettes. Merci M. Sagna. M. Sakho, on parle des toilettes fonctionnelles et desservies, mais par un système d'assainissement correct. Oui, je pense que je vais rebondir sur trois choses. La première, je pense que les toilettes, comme les fosses, ce n'est pas une affaire de maçon.
c'est une affaire de normes. Nous sommes en train de parler de technologie. Ce n'est pas une affaire de maçon. Non, oui, c'est une affaire de normes, à la base. Quand vous allez à Mbao, Zakmbao, quand il pleut un peu, vous avez toutes les maisons qui sont inondées d'eau usée, parce qu'on a fait des fosses qui ne correspondent à des normes. Je pense que le premier travail à faire assez rapidement, l'Association sénégalaise de normalisation est en train de travailler dessus, c'est régler ce problème. La deuxième chose, l'assainissement, ce n'est plus une affaire d'ingénieur, c'est une affaire d'ingénierie financière. Ce n'est plus une affaire de toilettes qu'on met au bout de la chaîne, c'est une affaire de chaîne de valeur qu'il faut analyser. Les fortes réticences que nous avons sur l'assainissement autonome, c'est la peur du changement, c'est la peur d'aller faire autre chose. On a été habitué à poser des conduites, mais ça coûte excessivement cher. Aucun État africain, je pense bien mes mots, n'est capable de tenir ce système d'assainissement collectif. Moi, je donne toujours l'exemple de l'ambassade des États-Unis qui est à Dakar. Ils ont un système d'assainissement autonome. Je prends Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, 90% de l'assainissement autonome, et c'est de l'argent qui reste. Ce n'est pas 2 milliards de francs que l'on a de factures d'électricité à payer à la Sénélec et qu'on ne tient pas. Il faut forcément qu'on aille dans une logique de changement de paradigme. Cela étant dit, où est-ce que nous en sommes? Taux de défécation à l'air libre en milieu rural, nous sommes à 29%, 32% sur le continent africain et en milieu urbain 4%. Mais ça, c'est quand on parlait des OMD. Aujourd'hui, quand on parle des ODD, les résultats sont nettement en deçà. Parce qu'ODD, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut que vous ayez un kit de lavage des mains libres dans la toilette. Ça, c'est banal sur Dakar. C'est banal chez vous, c'est banal chez lui. Mais c'est un luxe dans le monde rural. Il faut justement cette césure sociale qu'on arrive à la casser. Casser cette césure sociale, c'est accompagner le secteur privé. Casser cette césure sociale, c'est la personne qui habite à Fongelemi et la personne qui habite à Dakar et les mêmes possibilités pour avoir accès à une toilette. Nous l'avons commencé un programme de 2000 toilettes sur Fatick qu'on a rendu gratuit. Maintenant, nous sommes en train de voir avec l'État dans quelle mesure on peut accompagner ce secteur privé qui s'investit fortement et qui est essentiellement sénégalais pour permettre une démocratisation des toilettes. Madame Diop, vous l'avez entendu, un système d'assainissement, c'est une force financière. Ça demande une force financière et l'Afrique ne peut faire face. Donc, comment faire pour quand même en bénéficier? Parce qu'on en a besoin. L'Afrique peut faire face. C'est ma conviction, je l'ai dit depuis maintenant 5 ans, qu'on peut atteindre les ODD, mais à condition qu'on change de paradigme. Le tout à l'égout est nécessaire dans certaines villes africaines, dans certaines parties des villes africaines, mais dans l'écrasante partie des villes africaines, ce n'est même pas logique techniquement, parce que soit ce n'est pas goudronné, soit les consommations d'eau sont faibles, ou d'autres choses qui font que techniquement, ce n'est pas adapté. Donc, il faut qu'on s'oriente le plus possible vers l'assainissement autonome. Ceci étant, il faut que l'État, je pense que le DG l'a dit et des experts des Nations Unies l'ont dit, 1 franc d'investi dans l'assainissement permet de gagner au moins 3 à 5 francs. Ça, c'est important d'un point de vue économique pour un État. Il faut que l'État mette de l'argent sur la table. Ils l'ont commencé avec ce programme à Fatick. Je sais également que ça continue avec un programme plus ambitieux de 100 000 toilettes avec la Banque mondiale, à laquelle notre propre entreprise a postulé. C'est pourquoi je sais que ce programme existe. Et pour moi, c'est ça la solution. Si l'Inde l'a réussi, si d'autres pays le font, le Sénégal doit le faire. Donc, il faut que l'État accepte de mettre la main à la poche pour pouvoir économiser sur le long terme. Donc, vraiment, c'est l'élément. Parce que sur le plan technique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'offres. Moi-même, j'ai conçu une toilette qui s'adapte aux zones où la nappe est très haute. Lui, il a proposé d'autres technologies. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent en Afrique. Donc, technologiquement, ce n'est plus un problème technique. C'est plus un problème d'ingénierie financière, effectivement. Voilà. Et là, l'État a un rôle majeur à jouer. Et justement, le secteur privé, M. Sow, dans ça, dans le cadre donc, de cette lutte contre la défécation à l'air libre, quel rôle a-t-il à jouer vraiment? Bon, moi, je pense que le fait, n'est-ce pas, de subventionner les toilettes dans les pays, dans les zones périurbaines, n'est-ce pas, permettra peut-être de résoudre un peu la moitié du problème. Le rôle du secteur privé maintenant, c'est de
en somme, le secteur privé a pour rôle de gérer la toilette, ce qu'il y a là-dedans, et de l'amener jusqu'à bon port. Maintenant, c'est quoi? C'est d'inciter les gens à concevoir des toilettes, bien, à faire des toilettes décentes, et aussi leur dire le luxe qu'il y a dans ces toilettes-là. Ne pas les laisser faire des toilettes comme n'importe comment. Des toilettes qui se font avec quelques trucs, je ne sais pas moi comment on appelle ça, les saquettes là, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas gratuit. Oui. Seulement, c'est pas confortable. Ça n'a aucune utilité. La personne qui fait une toilette et qu'au bout, il sait que cette toilette-là qu'il a fait a des utilités, là, il peut quand même encourager son prochain à le faire. Vous allez dans un village où les gens ne savent même pas ce que c'est que vidanger une fosse. Ça veut dire que c'est la catastrophe là-bas. Ça veut dire que tout ce qui est dans les fosses-là sont vidangés de manière draconienne, de manière sauvage. Donc ce qu'il faudra, c'est peut-être inciter, informer d'abord, mais aussi mettre l'exemple des toilettes décentes. N'est-ce pas? Subventionner, comme l'a dit le DG, il faut que l'État la mette dans la poche pour pouvoir mettre des toilettes décentes. Maintenant, une fois que ces toilettes sont posées... Le secteur privé. Le secteur privé ne peut pas tout faire. Le secteur privé peut quand même appuyer ce que l'État a déjà engagé, ce que déjà l'État a envisagé de faire. Il y a, je pense que c'est Oxfam ou quelque chose comme ça, qui met, n'est-ce pas, une subvention sur la table pour inciter le ménage à prendre. Mais le tout faisait état de 500 000 francs pour avoir la toilette. Et que le ménage devait participer à hauteur de 350 000 francs. Et en plus de ça, c'était à crédit. Il devait payer peut-être 7 000 ou 8 000 francs par mois. Mais toujours, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Comme l'a dit tantôt tout à l'heure, le problème, c'est que les gens, avant de penser à aller aux toilettes, ils pensent d'abord à manger. Je ne peux pas prendre la dépense quotidienne et demander à M. Sow de venir vidanger la fosse et de rester demain ne pas manger. Je ne le ferai pas. Je vais manger d'abord. Maintenant, si la fosse est vidangée, c'est bon. S'il n'est pas vidangé, je vais aller derrière la maison. Voilà. M. Dione, la SN quand même a un rôle à jouer dans ça. Absolument. Et juste pour appuyer M. Sow, je pense que pour arriver vraiment à régler le problème, il faut arrêter un peu de faire focus sur le coût et penser à l'impact. Et penser à l'impact. Ce que l'État perd quand les gens n'ont pas de système de toilettes aux normes, en termes de santé publique, je pense qu'on va parler de changement climatique. En termes de perte de nappes phréatiques qu'on aurait pu utiliser comme ressources en eau très précieuses, je pense que si on fait la comparaison, on va aller vers la subvention. Alors nous, au niveau de la normalisation, nous cherchons justement à avoir des systèmes conçus en respectant les spécifications de qualité, mais également nous essayons d'appuyer le privé. Je ne sais plus si c'est Bekay ou le DG Sakho qui a dit tout à l'heure que c'est un problème d'ingénierie financière. En fait, le secteur privé de l'assainissement, ce sont des entreprises. Et une entreprise, c'est d'abord la gestion, c'est le management, avant de penser au cœur de métier. On maîtrise son cœur de métier, certes, mais si le management n'est pas là, ça n'ira pas. C'est pourquoi nous, on a une norme, par exemple la norme ISO 24521, qui donne des lignes directrices en termes de management même du service de l'assainissement. Ça permet à l'opérateur privé d'assainissement de bien quadriller, faire un bon diagnostic de son business, voir comment communiquer, quand communiquer, avec qui communiquer, quelle technologie mettre en place pour que ce soit vraiment optimisé. Parce que le secteur privé, sa raison de vivre, c'est le profit. Voilà. Merci M. Dione. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le changement climatique. Justement, M. Dione, quand même, on a eu beaucoup de problèmes ces temps-ci et on a souvent indexé ces histoires de changement climatique. Justement, quel est l'impact de ce changement climatique sur l'assainissement? Mais je pense que ce changement climatique, il est d'abord mondial. Je pense que c'est un phénomène mondial qui est dû à la forte industrialisation, à des effets de serre. Mais je pense que nous avons quand même une très grande part de responsabilité au niveau global et on aurait pu régler, je pense, certains problèmes au niveau local. Je reviens simplement sur l'assainissement. Quand vous avez une fosse qui est mal faite, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez les eaux usées qui s'infiltrent dans la nappe.
et cette eau, elle peut remonter et être bue par les populations. Régler les problèmes de changement climatique à l'échelle d'un État, ça n'est pas possible. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais chaque État peut individuellement prendre ses responsabilités et prendre certaines mesures. Je reviens sur que fait l'État. L'État du Sénégal fait de gros efforts. Je pense qu'en Afrique au sud du Sahara, le Sénégal et l'Afrique du Sud sont les moteurs et sont les modèles en matière d'assainissement. Mais l'État du Sénégal, c'est également des priorités sur l'éducation, des priorités sur la santé, des priorités partout. Mais je crois que dans le domaine de l'assainissement, nous avons un secteur privé qui est déjà fort, très fort, qui existe. On a une 50aine de vidangeurs qui existent, on a 2 capitaines d'industrie dans le domaine de l'assainissement. Et je pense que il faut continuer dans cette lancée, mais le point critique aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure l'eau et l'assainissement peuvent être traités et qu'il n'y ait pas l'eau et l'assainissement. Et un symbole fort, moi, que je vois, on nous parle de sommet mondial de l'eau, mais moi j'aurais parlé de sommet mondial de l'assainissement. Parce que c'est une occasion unique pour le continent africain de mettre en avant ces problèmes d'assainissement et de les régler. L'Afrique aujourd'hui est au même niveau en matière d'assainissement que l'Europe au 19e siècle. Ça veut dire le retard, il est abyssal. Le Sénégal fait de gros efforts, mais à lui tout seul également, le Sénégal ne permettra pas à l'Afrique d'avancer. Monsieur Diop, quand même, pour en revenir à ces histoires de changement climatique, on a vu du côté de Bargny, des gens qui habitent près de la mer, avec l'avancée des eaux, il y a l'eau qui a pris en otage pratiquement des toilettes, et ça incite des gens à s'adonner à la défécation à l'air libre quand même. Exact. En fait, il faut juste faire la distinction entre l'assainissement des eaux usées et ce qui peut arriver avec les changements climatiques. Les changements climatiques entraînent quoi? Entraînent des inondations, comme on en a vécu cette année, entraînent une hausse du niveau de la mer qui peut rentrer sur le continent et qui a un impact, bien entendu, sur l'assainissement des eaux usées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si l'État du Sénégal ou même les États africains veulent vraiment faire face au changement climatique, il faudrait qu'ils essaient d'économiser le maximum possible sur l'assainissement des eaux usées pour pouvoir consacrer des financements à la lutte pour l'adaptation face au changement climatique. C'est pourquoi, encore une fois, je reviens sur les types d'assainissement retenus dans nos pays. Il faut vraiment changer de paradigme et dépenser moins d'argent pour l'État sur l'assainissement autonome et maintenant s'occuper de la gestion des eaux pluviales et de l'adaptation au changement climatique. Donc je pense qu'il y a une liaison, mais la liaison n'est pas aussi directe que ça. Je veux dire que la part de l'assainissement, j'ai assisté avant-hier ou hier à une présentation sur l'impact de l'assainissement des eaux usées sur les changements climatiques au Sénégal, mais c'est très faible. L'assainissement des eaux usées a un impact très faible sur le changement climatique. Voilà, M. John, quelle est justement l'importance de prendre en compte les normes d'assainissement dans un contexte de changement climatique? Oui, comme l'a dit Bekay tout à l'heure, les changements climatiques, on vit tous leurs manifestations. Et aujourd'hui, pour faire face, on a recours à des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, justement, par exemple, quand on parle de zones inondables, là, le problème de l'assainissement se pose même de manière beaucoup plus accrue. D'où l'intérêt de penser à des systèmes d'assainissement dont la gestion serait facilitée, c'est-à-dire ne plus penser automatiquement au tout à l'égout, qui pose beaucoup de problèmes comme on le voit, mais penser à des systèmes dont la gestion peut se faire sur place, qui peuvent facilement s'adapter à ces conditions-là, que ce soit la montée des eaux qui crée la réduction des espaces, les inondations, etc. Mais également faire la promotion de systèmes d'assainissement qui polluent moins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également qui polluent moins pour réduire, qui polluent moins et qui promeut la valorisation énergétique en eau pour réduire la pression exercée justement sur les ressources. Voilà, M. Sagna, vous avez une idée sur la question, les changements climatiques et l'impact qu'ils ont sur l'assainissement?
Tout à fait, c'est une question très très intéressante et nous sommes un peu au cœur de ce sujet en réalité parce que notre entreprise, bien que spécialisée dans le métier de l'assainissement pour les toilettes, aussi intervient sur des technologies complémentaires que sont des technologies de biogaz dont Beka a parlé tout à l'heure, dans lesquelles nous avons l'opportunité d'installer des technologies qui, pendant qu'elles sont toujours dans un esprit d'assainissement, arrivent à créer des sous-produits tels que l'énergie de cuisson pour le gaz, tels que du digesta qui peut être utilisé comme un amendement pour le sol, pour l'engrais et la fertilisation des sols. Je parle peut-être d'une expérience. Aujourd'hui, dans la région de Sédhiou, il y avait 300 ouvrages de toilettes qui avaient été installés, des ouvrages Sagal. Et par la suite, les producteurs, qui sont les producteurs de bananes, nous ont fait part de l'intérêt qu'ils avaient pour qu'on les accompagne, pour mettre en place leur propre système de production d'engrais. C'est ainsi que mon entreprise est revenue à Sédhiou, au sein de leur communauté, pour leur faire une installation qui est en cours pour produire un système de production d'engrais bio. Donc ils vont se retrouver, eux, aujourd'hui, qui ont investi en amont sur de l'assainissement, à avoir une solution qui va améliorer la rentabilité déjà de leur activité agricole, qui va donc leur permettre de dégager de l'épargne pour aider à d'autres membres de la communauté à avoir des latrines. Aussi, ils vont pouvoir dégager de l'épargne pour pouvoir investir sur d'autres choses dont ils ont besoin. Et bien sûr, pour faire le lien encore une fois avec le changement climatique, on va être en train d'utiliser de l'engrais qui n'est pas forcément chimique au niveau du sol. Donc on se retrouve à avoir une histoire où, parce que l'État et ses partenaires ont amené une initiative en partenariat avec le privé dans une communauté sous l'angle de l'assainissement, à créer un cercle vertueux où on a en fait des opérateurs économiques qui vont créer les conditions de financement durable de leur dignité, mais aussi de leur vie, comme il l'a dit tout à l'heure le DG. Donc je pense que ce point est très intéressant. On a un autre cas d'école où on a un producteur d'arachide à Kaolack pour lequel il avait exprimé un besoin d'une toilette qu'on avait installée et qui par la suite nous a expliqué que bon, il est tellement convaincu par la qualité des ouvrages qu'on a installés. Dans son cas précis, il a fait un crédit auprès d'une institution financière. Donc c'est important de dire qu'au-delà des opérateurs que nous sommes, il y a des institutions financières qui sont déjà là en train d'essayer de faire des efforts pour financer les acteurs et qui a pris un kit. Ce kit va lui permettre maintenant de produire du gaz à la maison. Il va réduire ses dépenses énergétiques au niveau du ménage. Et de l'autre côté, il va produire de l'engrais pour pouvoir avancer. Un dernier cas qu'on a, c'est à peu près 1 millier de clients Sagal dans la zone de Tambacounda qui ont déjà reçu des ouvrages Sagal et qui nous disent, écoutez, on est content de ces ouvrages, aidez-nous à avoir des kits solaires. Donc nous revenons là-bas pour les accompagner. Donc je veux juste dire, l'assainissement qui semble être le parent pauvre est en fait au cœur. Et si nous arrivons à avancer davantage et plus vite et ensemble, il est résolument possible de vraiment prendre en charge cette problématique. Il peut être une solution à beaucoup de problèmes. Vous me tendez la perche, M. Diop. Vous, de quelle façon les sous-produits de l'assainissement quand même peuvent contribuer à lutter contre les changements climatiques? Okay. Je pense que je rebondis sur ce qu'il dit et je reviens sur ce que j'avais dit au départ. L'économie circulaire peut véritablement être implantée en Afrique avec l'assainissement non collectif. Il a parlé de beaux exemples dans son cas. Aujourd'hui, dans les stations de traitement de boues de vidange, et je dois souligner que le Sénégal est leader en Afrique subsaharienne avec aujourd'hui 11 stations. C'est peu. Comme il le dit lui-même, le DG, il dit on est les meilleurs parmi les plus mauvais. Et c'est déjà ça, on est les meilleurs en Afrique subsaharienne. Dans les autres pays, il n'y en a pas du tout, où il y en a une. Nous, on en a 11. Et dans ces 11, que nous avons l'honneur d'exploiter pour le compte de l'ONAS, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est véritablement ajouter de la valeur au bout. En faisant quoi? En produisant du compost bio, d'excellente qualité, validé quasiment par l'ISRA. On a fait beaucoup de tests avec eux. On produit du biocharbon qui permet de lutter contre le déboisement, donc lutte contre le réchauffement climatique. On produit de l'électricité, donc lutte contre l'utilisation des gaz à effet de serre, notamment le gasoil ou autre. On produit de l'eau distillée qui peut être utilisée dans des process industriels.
notamment pour produire dans notre cas ce qu'on appelle le liquide de refroidissement des moteurs de véhicules ou d'autres engins. Nous produisons également des cendres que nous mettons dans le génie civil pour fabriquer des pavés, des agglos, etc. Mais toujours en association avec des chercheurs, notamment l'École supérieure polytechnique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'assainissement comme porte d'entrée, on peut véritablement développer du business. Voilà. Mais au Sénégal, c'est-à-dire on a besoin de rien venant de l'extérieur dans ce cas de figure. Tout l'argent généré par le système reste au Sénégal avec des Sénégalais et contribue justement à lutter contre le réchauffement climatique. Justement, c'est pratiquement fini. Il nous reste 2 minutes, M. Sow. Oui, je voulais tout simplement rebondir sur le changement climatique en disant que, en somme, quand il pleut, avec les changements climatiques, on fait que les rues sont devenues, ne sont plus imperméables, n'est-ce pas? Donc quand il pleut, les rues sont inondées, les gens remblaient avec des gravats et autres, n'est-ce pas, pour rendre les sols, n'est-ce pas, plus ou moins imperméables. Et quand il pleut encore, ces eaux-là vont ruisseler et entrer dans des fosses. Si votre fosse n'est pas aux normes, n'est-ce pas, indiquées, vous avez des cuves, là ce sera la catastrophe, les fosses vont se remplir très vite. On a vu des situations où les fosses, on les a trouvées à moitié remplies alors que les chambres sont remplies d'eau. Ça veut dire tout simplement le concept de la fosse a été, n'est-ce pas, au meilleur niveau. C'est ça que je voulais ajouter. Voilà. Merci M. Sow. Le dernier mot pour M. Sakho. Est-ce qu'on peut finir sur une note optimiste que malgré le chantier énorme, il y a de l'espoir? Je pense que le chantier est énorme, en effet, parce que les besoins sont énormes. Mais je dois dire, en termes d'assainissement, aujourd'hui, le Sénégal est sur un portefeuille de 260 milliards de francs CFA. C'est un gros effort. En termes de taux de défécation à l'air libre, nous sommes à 29% en milieu rural et 4% en milieu urbain, et les taux sont beaucoup plus importants que ça. L'État fait de gros efforts, mais il y a des ruptures importantes à faire. La première, l'assainissement, c'est la vie avant d'être la santé. L'assainissement, c'est la vie. Quand vous économisez $1 sur des dépenses d'assainissement, vous allez en dépenser 3 en matière de santé publique. Ça, c'est la première. La deuxième chose, l'assainissement ne se réduit pas à la toilette. C'est une économie circulaire. Aujourd'hui, nous avons 50 entreprises qui fonctionnent correctement. Le secteur privé est en plein dedans. Nous avons fait des avancées significatives. Il faut aller beaucoup plus loin. Le tout dernier mot à M. Dione. Des toilettes aux normes et de qualité, c'est bien possible. C'est bien possible. Aujourd'hui, nous y travaillons. Nous avons les normes. Et nous travaillons à leur déploiement à travers la réglementation technique, mais également à travers la certification de conformité et l'accompagnement des opérateurs privés. Voilà. Merci à vous, merci chers invités. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, une initiative de Speak Up Africa en collaboration avec la TFM et USAID également. Merci, excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.